cohorte des athlètes italiens. Et juste derrière eux, une équipe qui fera date dans l'histoire des Jeux. Ça commence juste. Les Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang viennent tout juste de se terminer avec déjà son lot de sensations, comme les Garlic Girls, l'équipe de curling sud-coréenne, surnommée ainsi car elles viennent de la ville de Yongseong, spécialisée dans l'exportation d'ail, et qui sont parvenus à remporter la médaille d'argent. Ou bien le patineur japonais Yuzuru Hanyu et ses fameux Winnie l'ourson remportant la 1000e médaille d'or des Jeux Olympiques d'hiver. La snowboardeuse tchèque Esther Ledecka qui a tenté le Super G pour le fun avec des skis empruntés et qui s'est ramassé une médaille d'or sans s'en rendre compte. Sans oublier Seuna Digun, Akuoma Omeoga et Ngozi Onwumere, la première équipe de bobsleigh nigérienne, ainsi que Carrie Russell, Audra Segri et Jasmine Fenlator Victorian, la première équipe jamaïcaine féminine de bob, qui, bon, n'ont pas terminé sur le podium, mais ce n'est pas le plus important en fait. It is important for me that little girls and little boys see someone that looks like them, talks like them, has the same culture as them, has crazy curly hair and wears it natural, has brown skin, included in different things in this world. When you grow up and you don't see that, you feel that you can't do it, and that is not right. So coming back home to Jamaica, I wanted my Jamaican people to see that they can do it. If they want to be a Winter Olympian and do alpine ski, now they see their fellow Jamaicans in the Winter Olympics. Et évidemment, quand on parle d'équipe jamaïcaine, on pense forcément à la première équipe jamaïcaine masculine de bobsleigh qui avait concouru pour la première fois il y a 30 ans, jour pour jour, durant les Jeux Olympiques de Calgary en 1988, et dont l'issue faillit leur être fatale puisque leur bob se retourna durant la 3e manche. Oh, and he's over! Oh, dear me! Oh, that's terrible. Et c'est cette histoire qu'on retrouve dans Rasta Rocket, le film dont on va parler aujourd'hui. Une production Disney sortie il y a tout juste 25 ans aux États-Unis sur grand écran et qui faillit ne sortir qu'en vidéo, car Disney avait peur qu'un film avec un casting majoritairement noir fasse fuir les foules. Ce qui est marrant, c'est que la création de l'équipe jamaïcaine fut tout aussi compliquée que la production du film inspiré de cette histoire, et c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui. Tout commença dès 1989, soit un an après les Jeux Olympiques de Calgary, lorsque Jeff Sagansky, le président de la TriStar, acheta les droits de l'aventure jamaïcaine, se disant que ça ferait un chouette film, et le projet remonta jusqu'au bureau de Dawn Steele, la présidente de la Columbia à l'époque, la Columbia qui était la maison mère de TriStar. Intitulé Blue Maga, signifiant à peu près gros problème en jamaïcain, le film aurait dû être produit par Michael Ritchie, le réal de l'Enfant sacré du Tibet avec Eddie Murphy, et réalisé par Fran Kuzui, qu'on connaît surtout pour avoir été la réalisatrice du film Buffy, chasseuse de vampires de 1992. Le script fut lui écrit par la dramaturge Lindsay Fair, et à la différence de Rasta Rocket, Blue Maga aurait été un machin dramatique sur fond de Jeux Olympiques, avec Wesley Snipes, Mario Van Peebles et George Carlin dans une sorte de Rocky mélangé à Chariot de feu, avec 4 athlètes essayant coûte que coûte de réunir les fonds nécessaires afin de gagner les Jeux Olympiques d'hiver pour s'extirper de leur pauvre Jamaïque, aidés par un ex-coach déboulonné, et une trame que l'on retrouve quand même un peu dans Rasta Rocket, et plus précisément à travers le personnage de Yul Brynner. Si je suis aux Jeux Olympiques, c'est pour devenir célèbre. Et me tirer de la Jamaïque. Bon alors par contre, l'histoire du film n'a strictement rien à voir avec la véritable histoire des bobeurs jamaïcains. Ok, il y a bel et bien eu une équipe de bobsleigh à Calgary, et leur bob s'est bien retourné la 3e manche. Mais à part ça, eh bien, l'idée d'un bob jamaïcain ne vint pas d'un type malheureux au sprint marchant sur les traces olympiques de son père, mais de 2 Américains fortunés nommés George Fitch et Bill Mahoney, aidés par l'Office de tourisme jamaïcaine afin de promouvoir le pays. Et si Fitch et Mahoney ont bel et bien lancé un appel d'offres aux meilleurs sprinteurs jamaïcains, qui déclinèrent tous en voyant à quel point c'est dangereux ce machin, ils recrutèrent leur équipe chez les militaires de la force de défense jamaïcaine, en prenant 2 sprinteurs nommés Michael White et Devon Harris, ainsi que Dudley Stokes, un pilote d'hélicoptère, pour diriger le bobsleigh, et donc pas du tout le meilleur pilote de caisse à savon. Enfin, ils ajoutèrent aussi Frédéric Powell, un électricien chanteur de reggae, et dont son cas est largement inspiré, et qui se tira au beau milieu des Jeux. Par contre, même si la Jamaïque s'était bel et bien qualifiée dans les règles, en Autriche, et non pas au Canada comme dans le film, puisque la partie en Autriche fut supprimée du script pour économiser 3 millions sur le budget, le comité olympique a bel et bien refusé de faire participer la Jamaïque aux compétitions de bobsleigh, par peur de passer pour des guignols.
nous devons aussi penser à préserver l'image de marque de bobsleigh. Mais tout s'est résolu non pas grâce à un chouette discours émouvant de John Candy, mais grâce à l'arrivée du prince régnier de Monaco, prenant le parti des Jamaïcains. Oui, Albert était dans l'équipe monégasque à cette époque. Ils ont bien voulu l'incorporer au film, mais ils n'ont jamais réussi. D'ailleurs, au contraire du film, les autres équipes de Bob ne furent pas hostiles, mais accueillirent l'équipe à bras ouverts, en leur prêtant même un Bob pour l'entraînement. Cependant, et malgré l'appui du syndicat d'initiative de la Jamaïque, il leur restait encore à trouver du financement pour parvenir jusqu'à Calgary, et aussi tenir toute la durée des Jeux. Personne, même pas le gouvernement jamaïcain, ne voulait supporter l'équipe. Du coup, Fitch dut mettre la main à sa poche, et ils vendirent même des t-shirts pour payer le voyage. J'ai fait $1.19. Formidable. Ce qui n'est pas montré dans Rasta Rocket, par contre, c'est que la Jamaïque participa d'abord en Bob à 2, où ils finirent 30e sur 41 équipes, et c'est ensuite qu'ils eurent l'idée de tenter aussi le Bob à 4. Et du coup, ils vendirent à nouveau des t-shirts afin de financer un nouveau Bob, et aussi pour faire venir Chris Stokes, le frère de Dudley, de la Jamaïque. Et c'est donc durant la 3e manche de Bob à 4 que le Bob se retourna, et qu'ils finirent la course en poussant le bobsleigh. Et non en le portant, parce que ça pèse des tonnes, ce machin. Mais comme dans le film, malgré l'accident, l'équipe fut tout de même acclamée. Malheureusement, en 1989, Sony achète la Columbia et Dawn Steele se retrouve dégagée de son poste de présidente. Elle se retrouve alors chez Disney avec 2 idées de long métrage, Blue Maga, dont elle a pu récupérer les droits en 1991 parce que la Columbia n'en voulait pas, ainsi qu'une histoire de chanteuse de Reno se cachant dans un couvent pour échapper à la mafia. Et comme Disney était très intéressé par cette histoire de chanteuse nonne, ils proposèrent en cadeau de produire Blue Maga. Et ils ont bien fait d'ailleurs parce que Sister Act et Rasta Rocket furent leurs plus gros succès en film live pour 1992 et 1993. Du coup, le script fut réécrit par le romancier Anthony Winkler, gardant les personnages et la trame principale, tandis que Jeremiah Chechik, qui avait fait le très cool Le Sapin à les boules, mais qui fera le moins cool Chapeau melon et bottes de cuir, abandonna la réalisation de Chérie, j'ai agrandi le bébé pour débuter Blue Maga. Eddie Murphy fut pressenti pour le rôle de Sanka, mais laissa tomber pour des questions de salaire, et Denzel Washington fit de même. Jeremiah Chechik se brouilla pour divergences artistiques et partit réaliser Benny and June. Brian Gibson de Poltergeist 2 devint le nouveau réal. Léon, qui était surtout connu à l'époque pour son apparition dans le clip Like a Prayer de Madonna, fut engagé pour jouer Doris Bannock, tandis que l'acteur Malik Yoba passe à l'audition en improvisant des paroles sur l'une de ses compositions, et c'est cette chanson qui sera réutilisée dans le film. Go to Olympics, fight for Jamaica. Et que les Whirl Girls chanteront sur la BO. Malik damant ainsi le pion à d'autres acteurs pas encore connus tels que Eric LaSalle, Cuba Gooding Jr. et Jeffrey White qui passèrent le casting. Et même Tupac passa le casting. Bref, tout semblait bien parti, mais le 20 décembre 1991, coup de théâtre. Disney stoppe toute production du film à cause du budget trop élevé. Et du coup, Gibson partit alors faire le très chouette Tina à la place. I'm ready and I know what I want. Le 2 octobre 1992 sort Les Petits Champions au cinéma, une comédie à succès sur fond de sport d'hiver avec Emilio Estevez en entraîneur blasé d'une équipe à la ramasse. Tu es morbide, Hans. Oh, je suis scandinave. C'est un succès et Disney décide de réitérer la recette en ressortant le script de Blue Maga. Et ce qui était à la base un drame devint Cool Runnings, une comédie sur fond de sport d'hiver avec John Candy en entraîneur blasé d'une équipe à la ramasse. Et qui devint Rasta Rocket chez nous, du nom de la caisse à savon pilotée par Sanka. Le script fut confié à Tommy Swerdlow, qui faisait le manager de Lea Thompson dans Howard le Canard. Non, pitié, mec, non, mec, pas ça, non. Tandis que John Turteltaub, tout juste auréolé du succès du premier Ninja Kids, fut placé à la réal. Agissez en ninja, pas en bébé. John Candy accepta une diminution de salaire pour le rôle de l'entraîneur, alors que la production aurait préféré Kurt Russell. Léon et Malik furent réengagés. Léon toucha 2 cachets du coup, puisqu'il avait déjà été payé. Le rôle de Sanka échut à Doogie Doug, issu de la série Where I Live. Tandis que Roald D. Lewis, qui avait été engagé à la base pour donner la réplique aux acteurs durant les sessions de casting, fut engagé pour le rôle de Junior Bayville. Toi! Non! Toi, je vais te tuer! Bon alors certes, aucun acteur n'était vraiment jamaïcain, mais pour Hollywood c'était suffisant. D'ailleurs, le seul truc que reprochèrent Michael Eisner et Jeffrey Katzenberg durant le tournage fut l'accent jamaïcain. Pas parce qu'il n'était pas assez réaliste, mais justement parce qu'il était trop réel, et il pensait que le public américain allait galérer à comprendre. Du coup, Katzenberg fit pression sur Turteltaub pour faire parler les comédiens à la manière du crabe Sébastien dans La Petite Sirène, même si en plus c'est un accent trinidadien et non jamaïcain. Under the sea. Under the sea. Katzenberg demanda même à Léon de parler comme un Black Aladdin. Just trying to be the best I can be. So am I.
and the best I can be is Jamaican. Bref, mis à part les critiques sur l'accent, le tournage se déroula quasiment sans accroc, de février à mars 1993. Et dans les vrais pays en plus, c'est-à-dire en Jamaïque et au Canada. Même qu'ils ont dû surjouer le froid, parce qu'il faisait pas si froid que ça finalement au Canada pendant le tournage. Et tu sens que ces 5-là ont passé un excellent moment, avec des masses de trucs improvisés durant le tournage, comme Candy qui enfonce le casque de Sanka, la danse dans le bar, en fait quasiment tous les moments avec Sanka. Merci, coach. Je suis là pour ça, fils. Et alors que je n'avais pas revu le film depuis sa sortie en salle, je trouve qu'il fonctionne toujours aussi bien. Même dans les passages pourtant ringards sur le papier, comme le slow clap là à la fin, eh ben moi ça m'émeut toujours autant. Pardon. Non mais c'est le coup du père là, avec son t-shirt. Non mais je sais, c'est cliché, mais c'est parfait. Parce que ce que je trouve réussi avec ce scénario, c'est que chaque personnage a un but à atteindre, comme dans un shonen. T'as Deris qui veut suivre les traces olympiques de son père, Junior qui veut s'émanciper, Yule qui veut quitter la Jamaïque, Irv qui veut redorer son blason, et Sanka qui veut juste suivre son pote. D'accord, Van. Des éléments datant du script dramatique original. Du coup, c'est pas la full comédie en mode « trop lol, regardez des noirs à la neige » qu'on aurait pu redouter, mais bel et bien un chouette film plus profond qu'on ne le pense. L'important dans l'existence, c'est d'accomplir sa vocation. Avec tout l'arc de Deris qui veut s'intégrer par mimétisme en se calquant sur les Suisses, avant qu'il ne comprenne qu'il doit surtout rester lui-même, c'est le plus important. Puisqu'on a le look jamaïcain, on mange jamaïcain, on chante jamaïcain, on est des jamaïcains, on n'a pas le choix, on doit pratiquer un bobsleigh jamaïcain. Puis j'adore le moment de la première descente où, alors c'est rare pour un Disney, t'as aucune musique et t'entends juste le bruit du bob. Et la VF est super classe en plus avec Daniel Russo en John Candy. Vous êtes incapable de gérer le stress quand c'est nécessaire. J'ai pas de vie privée, je suis pas respecté. Et les gens ne m'aiment pas. Thierry Desroses, la voix de Samuel Jackson, tient en Yul Brynner. Un jour, je vivrai dans ce château en Angleterre. Arrête tes conneries, on plaisante pas avec ça, c'est grave. Voilà, détends-toi, tu respires beaucoup trop vite. José Dalma en Junior. Comment t'as fait, man? J'ai vendu ma voiture. 800 balles par pneu. Et Pascal Légitimus en Sanka. Quand je t'ai connu, tu jouais encore au docteur avec toutes les doudous de ton quartier. Mais comment veux-tu qu'un Antillais soit fidèle plus de 5 minutes? En gros, tout le casting d'Antilles-sur-Seine de Légitimus, quoi. Pascal Légitimus qui a fait pas mal de VF d'ailleurs, parce que c'est aussi la voix française officielle de Mario Van Peebles, qui a son père Melvin dans Antilles-sur-Seine, tiens. Les gars, tu parles très bien le français. Ah, puis t'as aussi Pascal Nzonzi des Visiteurs 3 en Doris Bannon. Sanka, tu es mort? Yeah, man. Tu peux pisser maintenant. Et c'est agréable à faire. Du coup, malgré les énormes libertés prises avec l'histoire réelle, Rasta Rocket reste un excellent film, n'ayant pas pris une ride. Un long métrage arrangé dans les feel-good movies des années 90, aux côtés de Pour le pire et le meilleur, et de Sister Act. Et c'est aussi malheureusement le dernier bon film avec John Candy, qui décéda un an plus tard d'une crise cardiaque, durant le tournage du pas très bien Pionnier malgré eux. Tourné à la frontière mexicaine d'ailleurs, et John Candy avait justement confié à son ami John Hughes qu'il ne reviendrait sûrement pas vivant de ce tournage. Merci à toi. Néanmoins, tout comme la première équipe jamaïcaine, le film Rasta Rocket continue encore et toujours d'inspirer d'autres équipes issues de pays tropicaux, comme celle d'Edson Bindilati du Brésil, qui décida de s'inscrire aux Jeux de Salt Lake City en 2002 après avoir vu le film, et qui a participé à toutes les autres compétitions depuis. Et depuis Rasta Rocket, l'équipe de bob jamaïcaine a participé à tous les Jeux Olympiques d'hiver jusqu'en 2002, finissant même devant les USA et la France durant les JO de Lillehammer de 1994. Et en 2014, Devon Harris lança un financement participatif afin d'amener l'équipe aux JO de Sochi, dépassant les $100 000 en 48 heures. Et l'équipe put ainsi participer aux Jeux en finissant bon dernier à toutes les manches. Ce qui compte, c'est pas qu'ils finissent premier ou avant-dernier. Ils ont gagné le droit de représenter leur pays. Ils ont gagné le droit de défiler dans le stade en portant la bannière de la Jamaïque. C'est un honneur, le plus grand honneur dont un athlète puisse rêver. Sans ça, les Jeux Olympiques n'auraient pas de sens. C'est ce que j'ai oublié il y a 16 ans. Aujourd'hui, ne faites pas la même chose. Désolé d'avoir interrompu votre réunion.